Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce réupload du numéro 70 du petit Exode Call. C'est assez étonnant de proposer un réupload à peine une semaine après la sortie de l'épisode original. Mais il me fallait le faire, je vous expliquerai d'ici quelques instants pourquoi. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler l'énoncé de ce petit Exode Call. Il s'agit ici de résoudre le système d'équations suivant. Et ce système d'équations a un intérêt assez particulier parce que, contrairement au système d'équations usuel, ici on fait intervenir une équation sous la forme d'exponentielle. Et ça amène donc à des difficultés. Alors cet exercice est tout à fait faisable pour un élève de classe préparatoire et aussi étonnamment que cela puisse paraître, il est tout à fait possible également de résoudre cet exercice en terminale. Et c'est là où vous intervenez. Car oui, le réupload de cet exercice, je pense que cet exercice est devenu presque un exercice du peuple, j'ai envie de dire, parce que pas mal de gens d'entre vous ont été intrigués par ce système d'équations et ont amené une résolution de leur sauce. Alors assez étonnamment, dans la vidéo originale, il y avait une résolution que je ne pensais pas pouvoir, dans laquelle je pensais ne pas pouvoir aboutir, et finalement je pouvais aboutir. Donc quelqu'un s'est rendu compte et m'a mis en commentaire que en effet on pouvait finalement résoudre l'exercice de cette manière-là. Donc ça veut dire que oui, on peut donner une résolution de niveau terminal. Il y avait la résolution que j'avais proposée, et puis il y a eu deux autres résolutions qui ont été proposées en commentaire d'un niveau un petit peu au-dessus. Et je me suis dit que ça peut vous être très propice que je vous partage ces différentes résolutions. Donc je vais surnommer ce petit Exode Call comme Exo du peuple, car je suis très content d'avoir vu autant de gens intéressés par ce système d'équations, donc par cet exercice, et également autant de gens me proposer des résolutions. Il y en avait quelques-unes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvertes. Et vraiment, moi je me suis dit que ça peut être très intéressant de vous partager tout ça. Bien, alors pour ceux qui découvrent l'exercice pour la première fois, je vous invite fortement à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous propose toutes ces résolutions. Ok, j'espère que vous aurez essayé parce que ça vaut vraiment la peine de se pencher un petit peu sur cet exercice avant de se lancer donc dans les résolutions pour comprendre, chercher à comprendre ces résolutions. Alors j'ai décidé de classer les résolutions que je vais vous présenter. Essentiellement, je vais vous en présenter 4. Je vais classer les résolutions dans l'ordre de difficulté, de connaissances à avoir par rapport au cours. Okay, ou par rapport à des choses qu'on apprend donc de niveau terminal jusqu'à deuxième année de classe préparatoire. J'aimerais d'abord insister sur un truc qui est aussi assez remarquable par rapport à ce système d'équations. Vous pourrez remarquer que A, B, C jouent des rôles symétriques. Donc c'est-à-dire que vous pouvez échanger le rôle de A, B, C, peu importe comment, vous allez pouvoir obtenir. Donc si vous avez une solution A, B, C, en fait vous avez toutes les autres solutions, quitte à permuter tous les autres éléments. Donc c'est ça qu'on entend par le fait que A, B, C jouent des rôles symétriques. Et ça va être important pour certaines des résolutions que je vais donner. Donc je vais faire une remarque ici. A, B et C jouent des rôles symétriques. Ok. Alors on est parti pour les résolutions, à proprement parler. Alors je vais commencer par une première résolution d'un niveau terminal. Donc la première résolution qu'on pourrait appeler version résolution d'équation polynomiale. Je vais lui donner un nom. Résolution d'équation polynomiale. Car en effet, avec cette idée-là, cette idée qu'en fait, il peut se cacher d'une équation polynomiale. En fait, si on réfléchit un tout petit peu par rapport au système d'équations et qu'on se lance à faire quelques manipulations, il y a moyen de se ramener à une équation polynomiale. Et c'est cette résolution que j'avais présentée dans la vidéo originale, que je ne pensais pas... disons que c'était une résolution, mais pas complète. C'est-à-dire qu'il y avait une idée derrière, mais j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas aboutir de cette manière-là. Et finalement, il y a quelqu'un qui a
réagi en commentaire et qui m'a fait comprendre que oui, on pouvait finalement conclure grâce à cette façon de voir. Donc, la résolution via une équation polynomiale. Vous allez voir en fait à un moment donné une équation polynomiale qui va apparaître. Je vais vous expliquer comment. On part de la deuxième équation et on écrit C en fonction de A et B. Donc déjà, la deuxième équation me permet d'écrire que on a C égale moins A moins B. Et je remplace dans l'équation du haut. Donc je vais avoir exponentielle A plus exponentielle B plus exponentielle de moins A moins B qui doit être égale à 3. Ok. Et en fait, pour faire intervenir l'équation polynomiale que j'aimerais, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une équation polynomiale qui va dépendre de exponentielle b. Alors, pour bien faire comprendre ce qui va se passer, je vais multiplier tout par exponentielle b. Et si je fais ça et que j'ordonne un petit peu les termes suivant les puissances qui apparaissent dans les exponentielles b, je vais avoir, donc si je multiplie par exponentielle b, tout ça, je vais avoir, et si je réordonne un petit peu l'équation, je vais avoir exponentielle de 2b plus exponentielle a moins 3 exponentielle b plus exponentielle moins a égale 0. Ok. Et si je fais un petit changement de variable pour faire apparaître cette équation polynomiale, peut-être que vous ne la voyez pas encore, eh bien si en effet je pose grand X égale exponentielle b, vous remarquerez que l'équation qui est ici, c'est bien une équation polynomiale de la forme x carré plus une constante un peu étrange fois x plus exponentielle moins a égale 0. Vous voyez, là, je fais intervenir donc une équation polynomiale. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette résolution de cette manière-là. Donc, là, chose importante à comprendre, c'est que, en fait, si vous cherchez à résoudre cette équation polynomiale, vous voyez par rapport à la résolution qu'on veut mener, vous voyez que exponentielle b est censée être une solution de cette équation polynomiale. Autrement dit, cette équation polynomiale admet des solutions réelles. Et comme elle admet des solutions réelles, ça veut dire que le delta, le discriminant de ce polynôme du second degré, doit être positif. Étant donné que exponentielle b est solution, et exponentielle b c'est un réel, hein, on se l'accorde, alors le discriminant se doit d'être positif. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu. Je croyais, quand j'avais fait la vidéo originale, je croyais que, à la suite de ce calcul de delta, on pouvait espérer peut-être exprimer des solutions. Déjà, cette condition apparaissait, mais je pensais qu'on pouvait exprimer des solutions. Mais en fait, c'est pas du tout ce point de vue-là qu'il faut avoir. Il faut continuer, en fait, à expliquer ce que ça veut dire que delta est supérieur ou égal à 0. Et je l'avais fait dans la vidéo originale, mais je ne m'étais pas rendu compte que, en fait, cette traduction permettait vraiment de conclure la résolution de ce système. Donc, qu'est-ce que vaut delta ici? C'est b carré moins 4ac. Vous connaissez bien cette formule, j'espère. Et donc, delta, c'est donc exponentielle a moins 3 au carré plus 4 fois exponentielle moins a fois 1. Bien sûr, donc 4ac. Et d'ailleurs, c'est pas plus, c'est moins. On va pas commencer à faire des erreurs de calcul quand même. Donc, je me retrouve avec ça. Et si on développe et qu'on met exponentielle moins a en facteur, on se retrouve alors avec exponentielle de 3a moins 6 exponentielle de 2a plus 9 exponentielle a moins 4. Je vous conseille, si vous avez un peu de mal à voir ce qui s'est passé ici, je vous conseille de vous-même faire le développement en utilisant l'identité remarquable. On se retrouve avec ça, et de manière assez étonnante, donc ça c'est ce que j'avais remarqué, de manière assez étonnante, on a ici un polynôme en exponentielle a qui apparaît également, et les racines de ce polynôme sont très simples. Donc en effet, si je m'amuse à écrire y égale exponentielle a, j'ai en fait caché ici y cube moins 6y carré plus 9y moins 4. Et en effet, une solution évidente, alors il faut y réfléchir un petit peu, mais une solution évidente à ce polynôme, c'est y égale 1. Et donc, ça veut dire qu'on peut diviser par y moins 1. Et si on continue, on a alors ensuite un polynôme de degré 2 fois un polynôme de degré 1. Le polynôme de degré 2, on fait son delta si on veut. Et à la fin, on obtient une factorisation de ce polynôme.
Et une factorisation super simple, super cool. En effet, une factorisation de ce polynôme, alors je m'étais planté dans la vidéo originale, dans la factorisation de ce polynôme, la bonne factorisation est la suivante. On a y-1 au carré fois y-4. Ce qui signifie que si on veut que delta soit positif, bon, alors on n'a pas de condition sur exponentielle moins a. D'accord. Mais je vous rappelle que y, c'est exponentielle a. Donc, pour que ceci arrive, il va falloir que y soit plus grand que 4, soit que y soit exactement égal à 1. Ça, c'est une petite étude de signes. Vous faites un tableau de signes, si vous voulez, de cette chose-là, et vous allez vous rendre compte que les seuls endroits où on va être positif, ça va être si y est plus grand que 4, ou si y vaut exactement 1. Donc, on va se retrouver alors avec... Donc là, je vais mettre un si et seulement si. Exponentielle a est égal à 1 ou exponentielle a est plus grand que 4. Ok, très bien. Mais dans les deux cas, essentiellement, ce qui est inclus comme condition et qui va être très intéressant pour la suite, c'est que, en fait, ça va impliquer que exponentielle a doit être plus grand que 1. Mais dire ça, ça implique que a doit être plus grand que 0. Et ça, c'était quelque chose que j'avais fait remarquer la fois dernière, même si je n'avais pas la bonne factorisation, j'avais fait remarquer qu'on avait quelque chose qui apparaissait de cet ordre. Donc, grâce à cette substitution, puis à cette petite étude de résolution d'équations polynomiales, on est arrivé au fait que si on veut que ce type de solution existe, que exponentielle b puisse être une solution, il va falloir que a soit positif. Et donc, rétropédalage, je reviens sur cette remarque. Cette remarque, je disais que A, B, C jouent des rôles symétriques. Donc si A, B, C jouent des rôles symétriques, j'aurais très bien pu refaire le même raisonnement, mais en changeant les étiquettes de A, B, C. Et qu'est-ce que ça veut dire en particulier? Ça veut dire que j'aurais très bien pu écrire finalement le même genre d'équation, et à la fin avoir une condition sur exponentielle B, donc finalement sur B qui doit être positif. Et pareil pour C. Donc via ce que je viens de faire là, par symétrie du raisonnement, ou par symétrie finalement du problème, on va avoir que A, B, C doivent être tous les trois positifs. Or, la somme doit faire 0. Bon, si vous faites une somme de termes positifs qui fait 0, ça veut dire que les termes en jeu sont tous nuls. Et voilà, on vient donc de résoudre le système d'équations et de donner la solution à ce système d'équations qui est donc 0, 0, 0. On aurait pu pressentir que c'était une solution, mais là on vient de prouver que c'est la seule possible. Et c'est quand même, je trouve ça assez étonnant qu'en effet cette résolution sous la forme polynomiale permet de conclure. Je m'attendais, vraiment quand j'ai fait la vidéo originale, je m'attendais en fait à ce qu'on ait besoin de exprimer les solutions de cette équation polynomiale, puis à partir de ça, avoir une nouvelle équation qui va dépendre d'exponentielle a, et peut-être avec ça, conclure. Mais j'avais du mal à voir si ce truc-là aboutissait vraiment. Et bien, il se trouve que oui, ça aboutit, mais il ne fallait pas du tout penser à résoudre cette équation polynomiale. Il fallait vraiment comprendre que oui, on a une solution qui est exponentielle b, comment je peux avoir la deuxième solution? Enfin, pas la deuxième solution. Comment est-ce que je peux avoir, c'est plutôt ça, comment est-ce que je peux interpréter le fait qu'on a une solution réelle? Et c'est cette interprétation qui m'a mené à la résolution du système. Bien, alors ça c'était la première résolution des 4. Je vous rappelle que j'ai 4 résolutions à vous montrer. Alors je vais faire maintenant une deuxième résolution d'un niveau un petit peu plus élevé. Donc cette résolution, je pense qu'elle peut être tout à fait compréhensible même pour un élève de classe terminale. Pas nécessairement prépa, je pense que terminale c'était... je pense que ça pouvait très bien se comprendre là-dedans. La deuxième résolution que je vais proposer était la résolution que j'avais proposée initialement, qui est d'un niveau pareil, terminale première année de classe préparatoire. Étude de fonction. Alors, je vais préciser à une variable. Car je vais vous montrer plus tard qu'on pouvait également faire une étude de fonction à 2 variables. Bon.
Il y a quelques résolutions que je connaissais, hein, notamment l'étude. Donc l'étude de fonction, je la connaissais. L'étude de fonction à deux variables, je la connaissais. Et on m'a donné deux autres résolutions. Celle avec le polynôme qui finalement était un début de résolution que je proposais, mais je m'étais assez... Je pensais pas qu'on pouvait conclure, et finalement si, vous pouvez conclure. Donc ça m'a un peu surpris de voir que finalement on pouvait conclure de cette manière. Et puis il y a une autre résolution qui a été aussi gentiment proposée par l'un d'entre vous, et qui était aussi très jolie à voir, et très rapide, très efficace. Donc pour l'instant, encore une fois, j'avance petit à petit dans les difficultés. Donc voilà, la deuxième, pour moi, ce qui me semble être une deuxième résolution sympathique et qui est assez accessible encore, c'est cette résolution-là. Donc l'idée de l'étude de fonction, c'est toujours la même chose. En gros, je commence toujours par la même idée. Je vais regarder cette chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une étude de fonction de ce qui va se passer à gauche. Alors ça peut paraître un peu bizarre sur le moment, mais en fait l'idée c'est de se dire, potentiellement en faisant une étude de fonction, on pourra justifier qu'il existe une et une seule solution. Il y a une solution qui était visible, c'est 0, 0, 0. On peut espérer que via une étude de fonction, on puisse justifier que c'est la seule solution. Peut-être qu'il y en aurait d'autres a priori, mais si on fait une bonne étude de fonction, si la fonction est plutôt gentille, et c'est ce qui va se produire, eh bien on va pouvoir justifier qu'il n'y a qu'une seule solution. Donc essentiellement c'est le but de cette manipulation, et c'est aussi le but de la manipulation qui viendra en résolution 4. Donc je commence par faire ça, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais fixer une des deux valeurs. Alors là je vais choisir de fixer B, donc fixons B un réel. Et puis je vais regarder la fonction suivante, soit f qui a x associe exponentielle. Donc c'est la même expression sauf que a je vais le remplacer par x. Donc j'ai x plus exponentielle b plus exponentielle de moins x moins b. Ok, donc je me lance dans une étude de fonction, je vois que cette fonction est dérivable parce que j'ai une somme de fonctions usuelles qui sont toutes dérivables. Donc je me retrouve assez facilement pour tout x dans les réels avec f' de x qui est égal à exponentielle x. Attention, dérivé d'une composition moins exponentielle moins x moins b. Je regarde à quel endroit ça vaut 0, hein, je pense que c'est assez naturel. Donc f' de x vaut 0 si et seulement si exponentielle x égale exponentielle de moins x moins b, ce qui signifie que x, on enlève les exponentielles, donc x est égal à moins x moins b, et donc ça implique que x doit être égal à moins b sur 2. D'accord? Je peux faire maintenant un tableau en regardant les limites de la fonction f, ou f', donc en regardant les limites, de f' en plus et en moins infini, je peux tout de suite conclure le signe. En effet, si x tend vers plus infini, c'est lui qui va l'emporter, l'autre tend vers 0, lui va l'emporter, va tendre vers plus infini, donc ça va être plus infini. Ça veut dire que après moins b sur 2, ça doit être positif, et avant, là c'est l'exponentielle moins x qui va l'emporter, il y avait un moins devant, donc on va se retrouver avec moins infini. Donc là je vais regarder les limites de f' exprès pour pouvoir donner le signe, c'est pas le seul moyen de le faire, j'aurais pu choisir une valeur de x qui convenait, pour essayer d'aboutir à quelque chose de bien. Bref, donc j'ai ça, et du coup ça veut dire que f est d'abord décroissante, puis croissante. Bon, d'accord, strictement. Et le minimum est atteint en f, en moins b sur 2 finalement. Bien, alors maintenant que j'ai trouvé ce minimum, ce que je peux faire, c'est regarder maintenant une nouvelle fonction qui va dépendre de ce minimum. Donc je vais prendre soit g, la fonction qui a x associe f de... alors, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu attention. Donc l'idée c'est, je remplace x par b sur 2, puis après je remets une variable x. Peut-être que c'est pas très clair si je fais ça. Je vais mettre t, histoire de bien varier les variables. Donc l'idée c'est que t c'est la même chose que b, juste plus haut. Donc là je vais avoir finalement exponentielle de t plus 2 fois exponentielle de moins t sur 2. Donc en effet si je remplace x par moins b sur 2, ici j'ai moins b sur 2, ici j'ai b, puis ici je vais avoir donc moins b sur 2 ça fait b sur 2, b sur 2 moins b ça fait moins b sur 2 à nouveau. Donc je me retrouve avec exponentielle de moins b sur 2 plus exponentielle de moins b sur 2, ce qui fera 2 fois exponentielle moins b sur 2. Et puis ici j'ai exponentielle de b, d'accord? Donc c'est la même expression que là-haut en remplaçant x
ici par b sur 2, enfin par moins b sur 2, et bah, là je fais intervenir une variable t pour jouer avec cette nouvelle fonction, qui se trouve être un jeu par rapport au minimum de la fonction f, puisque le minimum de la fonction f dépend de b. L'idée c'est que bah, maintenant j'aimerais bien y trouver un minimum qui ne dépend pas de b. Très bien, donc je me retrouve avec cette nouvelle fonction que je vais dériver encore une fois, hein, c'est encore un truc en exponentielle, donc je me retrouve avec g' de t qui va valoir exponentielle de t moins exponentielle de moins t sur 2. Ah, attention, là on dérive encore une fois une composition, donc la dérivée ici, ça va donner moins 1/2 fois exponentielle de moins t sur 2. Donc le moins 1/2 se simplifie avec le 2, ce qui me donne ceci. Maintenant, même question, je veux savoir à quelles conditions est-ce que g' de t vaut 0, et ça c'est pas très dur, on se rendra compte qu'alors t doit être égal à 0. C'est équivalent à dire que t égale 0. On peut refaire un tableau de signes et de variations. Donc x, alors on a moins infini plus infini, 0. Alors, d'ailleurs au passage, hein, j'avais fait la remarque suivante dans la vidéo originale, je vais la refaire ici. L'expression qu'on a ici n'est pas si lointaine d'une expression en cosinus hyperbolique. D'accord? Et pourquoi je dis ça? C'est parce que on peut sentir venir le 3 qui apparaît ici. En effet, si je remplace t par 0, j'obtiens 3. Et si par chance, et c'est ce qui est en train de se produire, si par chance le minimum est exactement celui en t égale 0, comme pour le cosinus hyperbolique qui s'écrit comme somme de exponentielle t plus exponentielle moins t, bon, sur 2 certes, mais voilà, le minimum est atteint également en 0. Si ce minimum est atteint en 0, bah, il y a de fortes chances qu'on puisse conclure. Voilà. Donc, essentiellement, l'idée, elle était là quand je parlais de cosinus hyperbolique. Je ne sais pas, il me semble que je n'avais pas été suffisamment clair la dernière fois. Bon, bah, c'est pour ça que j'en profite pour le redire. Donc on va se retrouver avec ces signes-là, encore une fois en regardant les limites de g' si on veut. Bon, c'est pas le seul moyen, mais je vais mettre t. G' de t, g, et là j'ai décroissant, croissant, le minimum est atteint en 0, et en 0, comme je viens de le dire, on va avoir 3. Conclusion de cette étude de fonction qu'on vient de faire. Et là, j'ai pas besoin de la symétrie. Sur celui-là, j'ai pas besoin de la symétrie. Enfin, on pourrait dire des choses sur cette symétrie, mais là, ici, il se trouve que je n'ai pas besoin de la symétrie. Via cette double étude de fonction, voilà ce que je vais pouvoir dire. Je vais pouvoir dire que exponentielle a plus exponentielle b plus exponentielle de moins a moins b est supérieur ou égal à exponentielle de b plus 2 fois exponentielle de moins b sur 2, qui est supérieur ou égal à 3. Donc pour tout a, b réel. Et maintenant, à quelles conditions est-ce qu'on a égalité dans ces inégalités-là? Parce que je vous rappelle qu'on est quand même parti du fait que ce truc-là, ici, est égal à 3. Donc en fait, les inégalités que j'ai écrites sont des égalités. Et à quelles conditions est-ce qu'on a égalité? On a égalité ici, si a égale moins b sur 2, hein, je crois que c'était ça qu'on avait dit. Donc oui, a égale moins b sur 2. Et on a égalité ici, si b égale 0. Voilà les conditions d'égalité. Bon, bah on se rend compte alors que b doit être égal à 0, a doit être égal à 0, et donc c doit être égal à 0. Donc a égale 0, égale b égale c. Voilà. Et on conclut à nouveau que la seule solution possible était la suivante. Grâce à cette double étude de fonction a une seule variable ici. C'est plutôt pratique, je trouve. En tout cas pour la compréhension. C'est un peu plus long, mais je pense tout aussi intéressant. Ok, donc ça c'était la deuxième résolution que je voulais proposer. Une troisième résolution, un petit peu plus compliquée, là ça demande d'avoir quelques connaissances de première année de classe préparatoire, utilise une inégalité qu'on a déjà traitée sur la chaîne. Une inégalité très classique. Et franchement, je remercie beaucoup, c'était Sylvain, donc je remercie beaucoup Sylvain pour cette proposition de résolution qui est assez étonnante, il faut l'avoir vu, et ça montre aussi encore une fois que ça peut être bien d'avoir des réflexes de la forme est-ce que je pourrais pas faire intervenir des fonctions convexes dans l'affaire? Est-ce que je peux pas faire intervenir des inégalités de convexité qui peuvent me permettre de conclure? Et si on pense comme ça, c'est vrai qu'il y a pas mal d'exercices qui peuvent avoir des résolutions beaucoup plus simples en pensant comme ça. Comme des inégalités entre une fonction et une tangente à la courbe de cette fonction. Par exemple, comme montrer que exponentielle t, c'est toujours supérieur ou égal à t plus 1.
Voilà, c'est le type de choses qu'on peut démontrer facilement avec de la convexité. Bah là, il se trouve étonnamment que utiliser une inégalité de convexité fonctionne, et là, bah, c'est la méthode utilisant l'inégalité des moyennes. Alors je précise, c'est ici arithmétique et géométrique. Donc voilà la troisième résolution que je vais vous présenter. Alors cette troisième résolution, comment elle va marcher? Elle va marcher en utilisant donc l'inégalité des moyennes. Je vais la rappeler essentiellement que pour trois termes. Donc l'inégalité des moyennes dit la chose suivante: pour n'importe quel x, y, z dans R, pardon, alors d'ailleurs c'est dans R plus étoile, je suis en train de me dire. Ok. Donc pour n'importe quel x, y, z dans R plus étoile, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que je fasse pas de bêtises, donc x plus y plus z divisé par 3 est supérieur ou égal à racine cube de x, y, z. Alors c'est vrai que je pourrais à la place de R plus étoile mettre juste R plus, ça suffit. Donc je vais mettre juste R plus. Mais c'est vrai aussi pour R plus étoile bien sûr. Donc on a ceci, okay, cette inégalité là, donc on pourrait généraliser à n variables, ici j'en aurais besoin que de 3. Et la chose importante c'est de savoir à quelles conditions est-ce qu'on a égalité dans cette inégalité là. Eh bien on a égalité si et seulement si x égale y égale z. Si et seulement si x égale y égale z. En fait, ça découle de inégalité de convexité et de la même manière, si on joue avec des fonctions qui sont strictement convexes ou strictement concaves, alors les inégalités deviennent des égalités si et seulement si on a égalité pour les variables qui sont en jeu. Je le précise parce que ça va être important. Et en effet, la très bonne idée qu'avait eue Sylvain, c'était de dire, en fait, ce que je vois là-haut, si je divise par 3, c'est exactement ce qui se passe pour la partie gauche de cette inégalité. Donc en effet, ici, et c'est vraiment très astucieux ce qui a été vu ici. Donc ici, on a exponentielle a plus exponentielle b plus exponentielle c sur 3. Donc chacune des exponentielles comme a, b, c sont des réels. Chacune des exponentielles sont des réels positifs, strictement même. Et donc ça, je peux appliquer l'inégalité des moyennes et dire que ça va être supérieur ou égal à racine cube de exponentielle a, exponentielle b, exponentielle c. Mais cette racine cube, c'est la même chose que racine cube de exponentielle de a plus b plus c. Et c'est là où vous voyez le lien entre cette expo et cette somme. Je trouve ça assez joli, quand même, comme façon de voir, en tout cas ici. Alors, ce qui se passe ici, je sais que la somme des exponentielles est égale à 3. D'accord? Et de l'autre côté, je sais que la somme des variables en jeu, a, b, c, c'est égal à 0. Donc je me retrouve avec exponentielle de 1. Donc finalement, pas 3, excusez-moi, je vais mettre 1, parce que ça fait 3 sur 3. Donc là, je me retrouve avec racine cube de 1 finalement, et ça fait 1 aussi. Et donc on se retrouve dans un cas d'égalité pour l'inégalité des moyennes. Et comme je viens de le rappeler, on a égalité dans l'inégalité des moyennes si et seulement si toutes les variables sont égales. Donc ainsi, exponentielle a égale exponentielle b égale exponentielle c, ce qui va impliquer alors que finalement exponentielle, donc ce qui va impliquer finalement, ou être équivalent à dire que a égale b égale c. Ça c'est une première chose. Et maintenant que je sais ça, je peux résoudre l'équation d'un côté comme de l'autre. Moi je vais décider de le résoudre ici. Si exponentielle a, exponentielle b, exponentielle c sont les mêmes, je me retrouve avec 3 fois exponentielle a sur 3, donc ça va donner exponentielle a, j'obtiens 1 égale exponentielle a, et ça c'est équivalent à dire que a égale 0. Donc on conclut, on a que a, b, c doivent être tous égaux, et a égale 0, donc tout le monde vaut 0. Conclusion, on n'a qu'une seule solution pour ce système d'équations, qui est donc, encore une fois, 0, 0, 0. Je trouve ça vraiment joli, très élégant comme preuve, donc merci beaucoup Sylvain pour ce partage. Donc vraiment très intéressant comme résolution, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et vraiment un bon réflexe, là ça montre encore une fois que ça peut être un bon réflexe d'essayer de se dire est-ce qu'il n'y a pas des inégalités de convexité qui pourraient mener à une résolution d'un certain exercice. Et là vraiment c'était très bien vu de penser à ça.
Voilà, ça c'était la troisième résolution. Il m'en reste une dernière, qui est un petit peu un pendant de la résolution que j'ai donnée avec l'étude de fonction. C'est la version à plusieurs variables. Donc là, j'ai besoin de connaissances de deuxième année de classe préparatoire. Donc là, comme j'ai dit, j'ai tenté de présenter les résolutions dans un ordre de difficulté croissant. En tout cas, dans la façon de penser, c'est difficile. Après, dans la résolution, pas tant que ça. Mais c'est juste dans la façon de penser, dans les connaissances qu'il faut avoir, on est rentré de plus en plus dans de la difficulté. Donc, étude de fonction. Et cette fois-ci, à plusieurs variables. Alors celle-là, je la connaissais et quelqu'un l'avait rappelé en commentaire. Et je me suis dit, bon voilà, on a tellement de résolutions à proposer dans cet exercice qu'il fallait vraiment proposer un réupload. Et j'espère que ça vous plaît de voir vraiment toutes ces différentes résolutions, ces différentes façons de voir. Donc la dernière que j'aimerais proposer, c'est l'étude de fonction. Alors, le même point de départ, encore une fois, que les deux premiers. Je pose c égale moins a moins b. Et puis je vais regarder cette fois-ci une fonction à plusieurs variables. Donc soit f de a, b est égal donc à exponentielle a plus exponentielle b plus exponentielle de moins a moins b. Et en fait, je vais faire exactement comme je l'aurais fait avec une seule variable. Je vais faire une étude de cette fonction et donc notamment étudier ses points critiques et peut-être espérer que parmi ces points critiques, je vais trouver un minimum. C'est essentiellement l'idée qui se cache derrière. Donc, pour étudier cette fonction, je vais chercher à la différencier. Bon, je ne vais pas vraiment chercher à la différencier. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste dériver partiellement. Je n'ai pas besoin de savoir beaucoup de choses. Donc, je vais faire des dérivées partielles selon A et selon B. Donc, selon la première composante et selon la deuxième composante. Et puis, avoir un point critique, ça va vouloir dire que chacune de ces dérivées partielles doivent être égales à 0. Donc, bon, clair, je pense, j'ai pas besoin de le dire, mais je le dis, enfin, j'ai pas besoin de l'écrire, mais je vais le dire quand même. C'est assez clair que la fonction est finalement C infini sur R2, hein, d'accord. Donc, parce qu'on a affaire encore une fois à des exponentielles. Ces exponentielles sont toutes dérivables autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de problème selon A et B, donc cette fonction est bien infiniment dérivable pour chacune des dérivées partielles qu'on peut calculer, ce qui veut dire que cette fonction est infiniment différenciable si on veut. Donc voilà, ça va amener à des conséquences plutôt sympas. Bref, je le dis juste à l'oral, mais ça ne va pas avoir beaucoup d'importance. Donc ici, je vais vouloir étudier les points critiques. Donc comme je l'ai dit, je vais donc regarder la dérivée partielle de f en A, puis la dérivée partielle de f en B. Alors comme A et B jouent des rôles symétriques, les expressions que je vais obtenir vont être très similaires. La première, je vais avoir exponentielle, donc exponentielle A plus exponentielle de... Alors c'est même pas plus, c'est moins. Moins exponentielle de moins A moins B. Attention, encore une fois, hein, il y a un moins dans l'exponentielle, donc il faut le sortir. Et puis exponentielle de B moins exponentielle de moins A moins B. Donc on obtient ceci, très bien. Et on veut que ces deux trucs valent 0, si on veut avoir un point critique. Alors à quelles conditions est-ce que ces deux trucs valent 0 ? On l'a vu tout à l'heure avec la fonction à une seule variable, ça va vouloir dire en haut que A égale moins B sur 2. Et de l'autre côté que B est égal à moins A sur 2. Bon, je pense que c'est assez clair qu'avoir ces deux conditions, ça implique alors que A égale B égale 0. Donc on n'a qu'un seul point critique de cette fonction, c'est en 0, 0. Maintenant, ce qui reste à vérifier, c'est est-ce que ce point critique est un minimum, un maximum, ou alors aucun des deux est potentiellement un point sel. Alors pour conclure là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les dérivées deux fois de chacune de la fonction f. Donc je vais peut-être le faire ici. Je vais enlever la phrase là, cette remarque de symétrie. Hop. Donc là, je vais devoir calculer toutes les dérivées partielles et je vais les calculer en 0, 0 tant qu'à faire. Donc, si je regarde la dérivée deux fois de f en b puis en a, je rappelle, ça c'est le théorème de Cauchy, de Schwarz, pardon. Donc c'est Schwarz qui me permet de dire, parce qu'on a affaire à une fonction C2, je dis qu'elle était C infini. Donc on a affaire à une fonction C2 sur R2, donc ça veut dire qu'on a égalité entre la dérivée partielle si on dérive d'abord par B puis par A, avec la dérivée partielle si on dérive par A puis par B. Donc on a cette égalité-là. J'insiste sur la lecture, hein, quand vous mettez dans ce sens-là, ça veut dire que vous dérivez d'abord par A, puis vous dérivez par B.
Et là, ici, ça veut dire que vous dérivez par b, puis vous dérivez par a. Ok, alors ces deux choses sont égales, et bon bah je pense que c'est assez clair. Donc si je dérive lui par a, j'ai obtenu ça, d'accord, hein, donc la fonction là par a, j'ai obtenu ça. Si je dérive par b, ce truc là va disparaître. Le seul truc qui va survivre, c'est le moins exponentiel moins a moins b, qui va être donc dérivé, et va me donner exponentiel de moins a moins b. Donc ça me donne exponentiel de moins a moins b. Ensuite, si je dérive deux fois f selon a, bah, je vais me retrouver finalement avec exponentielle a plus exponentielle de moins a moins b. Et puis si je dérive deux fois selon b, eh bien je vais me retrouver avec exponentielle de b plus exponentielle de moins a moins b. Et je vais donc regarder la hessienne. La hessienne ou la hissienne, hein, normalement c'est écrit hessienne, mais il y en a qui disent hissienne. Donc la matrice, la hissienne, c'est en fait essentiellement la matrice où vous écrivez toutes les dérivées qu'on a obtenues partiellement en faisant des dérivées deux fois. Donc, et il faut les mettre dans le sens, voilà, je fais deux fois en A, là je fais en A puis en B, ici je mets en B puis en A, puis ici je mets en deux fois en B. Donc là ce que je vais obtenir comme matrice hein, pour la hissienne, ça va être la chose suivante, donc exponentielle A plus exponentielle de moins A moins B. Je vais avoir donc exponentielle de moins A moins B, ici je vais avoir exponentielle de moins A moins B, et ici je vais avoir exponentielle de B plus exponentielle de moins A moins B. Donc voilà, ça, ce que je viens d'écrire ici, c'est la hissienne de f. Et pour vérifier si le point critique qu'on a trouvé est bien un minimum ou un maximum ou rien, eh bien, il va falloir regarder deux choses. D'une, il va falloir regarder le signe du coefficient qui se trouve ici. Et de deux, il va falloir regarder le déterminant et le signe de ce déterminant. Donc j'efface un tout petit peu, histoire de pouvoir conclure le calcul. Donc si je regarde en 0, 0, donc si je regarde la hissienne de f en 0, 0, je vais avoir la matrice suivante, 2, 1, 1, 2. Très bien. Donc si je regarde la valeur qui est ici, le 2, bah, c'est bon, hein, c'est positif ça. Ok, très bien. Et la deuxième chose que je dois regarder, c'est le déterminant. Donc le déterminant ici, bah, ça va être 4 moins 1, ça donne 3, il est positif. Et donc si on est dans ce genre de cas où on a, même c'est strictement, où on a le coefficient ici qui est strictement positif et le déterminant de la hissienne qui est également strictement positif, ça veut dire que le point critique est un minimum global. Donc c'est un minimum normalement local, mais comme j'étais en train d'étudier la fonction sur tout R2, je me retrouve finalement avec un minimum global. Ainsi, 0, 0 est un minimum local. Donc 0, 0 est un minimum local de cette fonction exponentielle. Mais c'est vrai qu'un truc que j'aurais pu mentionner, c'est qu'en fait cette fonction-là, elle est convexe. Hein, donc c'est aussi ça qui explique. C'est pas tant le fait qu'on travaille dans R2, quoique, parce que là on n'a qu'un seul point critique et il n'y a pas trop d'autres difficultés là-dedans. Mais c'est aussi le fait que la fonction qui est derrière est convexe. Donc, est un minimum local de f sur R2. Et comme f est convexe, c'est une justification. Hein. Une autre justification, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul minimum local. Et une fonction qui n'a qu'un seul minimum local, ça va être un minimum global. Parce que là, les inégalités que j'écris vont être vraies pour partout. Donc, c'est une autre justification. Mais bon, je vais prendre cette justification peut-être avec des pincettes. Je préférerais le fait de dire qu'elle est convexe. Donc ça veut dire alors que finalement 0, 0, alors c'est pas que 0, 0, c'est f admet un minimum. Faudrait que je fasse une phrase correcte hein, quand même. Donc f admet un minimum local en 0, 0. C'est ça qu'il faut que j'écrive. Donc f admet
minimum local 1, 0, 0. Et comme la fonction est convexe, alors en fait c'est un minimum global. Alors f admet un minimum global. 1, 0, 0. Et si c'est un minimum global, bah, du coup ça veut dire que c'est cette fonction, hein, je rappelle la fonction qu'on était en train de regarder, xa plus xb plus exponentielle de moins a moins b, ben ce truc là, il est donc supérieur ou égal à 3, et il est égal à 3 si et seulement si a égale b égale 0. Conclusion, bah, si a égale b égale 0, c égale 0, et donc on a ce qu'on veut encore une fois. C égale 0. Voilà pour donc les différentes résolutions que je voulais vous proposer dans ce réupload du petit Exocode. Je pense avoir fait le tour. Probablement qu'il y en a d'autres hein, de résolutions, hein. C'est pas impossible qu'il y en ait d'autres. À la suite en fait de toutes vos propositions, je me suis dit que je pouvais pas me restreindre à vous donner qu'une seule résolution. Je me suis dit que ça peut être très intéressant de faire le tour des résolutions qui ont pu être proposées, soit que je connaissais, soit que j'ai découvertes. Et donc bon bah voilà, je me suis dit que ça peut être très bien de vous proposer un réupload, même si c'est qu'une semaine après l'Exocode, peut-être même tant mieux, parce que comme ça reste assez frais dans l'esprit de certains qui ont déjà vu l'Exocode, l'original. Donc voilà, j'espère que le fait d'avoir revisité cet exercice et d'avoir vu toutes ces différentes résolutions vous ont permis peut-être de mieux comprendre ou de voir aussi des techniques un peu particuliers qui peuvent permettre d'étudier ou de résoudre ce type de système d'équation. Donc voilà, en espérant que ça a été donc bénéfique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo, hein, cet exercice, ou voire même par la chaîne de manière plus générale, comme d'habitude. N'hésitez pas également à mettre en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo, ce réupload. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à me soutenir, à vous abonner et activer la clochette, ça peut être sympa aussi. Et bien évidemment, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!